Il est 18 h passé de 1 minute 12 secondes. Salut à tous, bonjour, salut le chat, salut Jules, salut Lenny, salut Krakoukas, salut Marité, salut, content de vous revoir après ces 10 beaux jours de congé, qui n'étaient pas des vacances, puisque c'était 10 jours consacrés à la torture d'une cinquantaine d'étudiants en journalisme, que je salue au passage, s'ils ne me détestent pas finalement. Merci aussi à Sarah Calaman, qui m'a remplacé, qu'il a, il me semble-t-il, fort bien fait. Sarah qu'on félicite, puisqu'elle rejoint les équipes de France Info, puisqu'elle vient d'être embauchée pour de vrai à Radio France, pour une très longue mission de service public. Voilà, comme ça vous avez des nouvelles de l'équipe. Sinon, c'est toujours Mathis à la programmation, c'est toujours Cyril qui est à ma droite à la régie, et c'est toujours moi derrière le micro. Pour l'heure et pour l'instant, il est 18 h à Paris, il est 19 h à Beyrouth, il est 20 h à Bagdad, il est déjà demain à Sydney et Tokyo, il est 16 h en temps universel, et il est surtout l'heure que vous voulez sur Twitch. Bienvenue à tous, salut Giro, salut Sitio, salut Elfid. On est parti ensemble pour 1 heure, jusqu'à 19 h, donc 1 heure pour parler d'actu. Ce soir, on va parler de la loi immigration. Elisabeth Borne, la Première ministre, a repris aujourd'hui ses échanges avec notamment les Républicains autour du projet de loi défendu par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mais rejeté lundi à l'Assemblée nationale avant même l'ouverture des débats. Voici le résultat du scrutin. Votant 548, exprimé 535, majorité 268, pour 270, contre 265. L'Assemblée nationale a adopté. En conséquence, le projet de loi est rejeté. Prochaine séance demain à 9 h. Question orale sans débat. La séance est levée. La séance est levée, le texte a été rejeté, le gouvernement a décidé de laisser 14 parlementaires tenter d'obtenir un compromis sur le projet de loi, 7 députés, 7 sénateurs réunis en CMP, une commission mixte paritaire avec sur la table 2 copies, le projet de loi voté par le Sénat mi-novembre, et puis une feuille blanche venue de l'Assemblée nationale. Depuis le vote de la motion de rejet par les députés lundi, les discussions n'ont pas beaucoup avancé, le calendrier est serré. Les chefs de la majorité doivent être reçus ce soir à l'Assemblée nationale, en présence notamment de la Première ministre, Elisabeth Borne, qui réunissait ses principaux ministres tout à l'heure à 17 h 30, c'était donc tout à l'heure. En cas d'impasse, est-ce qu'on verra revenir l'option du 49.3 ? Il semble que non, mais on va en parler. Jusqu'où Gérald Darmanin est-il prêt à aller pour séduire la droite, faire voter son texte ? Quel avenir pour le ministre de l'Intérieur ? Et puis aussi, quel avenir pour Emmanuel Macron ? Quel avenir pour la droite, pour la gauche, pour l'extrême droite aussi ? Qui va tirer profit de ce désaveu pour le gouvernement, si désaveu il y a ? On va en parler aussi. Comment vont se recomposer les nouvelles alliances ? On en parle avec vous dans le chat, avec toutes vos questions, puis des réponses, les miennes peut-être, les vôtres certainement, et puis aussi celles de nos 3 invités. Bonjour à tous les 3. À ma gauche, Vanessa Krisev, docteur en sciences politiques, présidente du collectif pour une convention citoyenne sur la migration. Salut Vanessa. Salut, mais je suis pas du tout docteur en sciences politiques. C'est vrai. C'est beaucoup trop classe. J'ai vu PhD sciences politiques. Ah non, présidente, directrice générale de l'entreprise La Table du Réchaud et de l'association Le Réchaud. Eh ben, tu aurais pu être docteur en sciences politiques dans une autre classe, vie. En tout cas, non. tu es présidente du collectif pour une convention citoyenne sur la migration. Salut Vanessa. Salut, enchanté. On commence bien, enchanté. En face de moi, Lucas Lescope, qu'on connaît, il est déjà venu plusieurs fois dans le stream, qui est journaliste, qui a fondé Fast Info. Salut Lucas. Salut Ludo. Et en face de moi, Benjamin Morel, qu'on connaît aussi, qui est déjà venu dans le talk. Benjamin Morel, qui est politologue, maître de conférence en droit public à Paris 2, Panthéon, Assas. Salut Benjamin. Bonsoir. Tout va bien ? On y va ? Allez, on y va. Emmanuel Macron a déjà avancé ses pions. S'il y a un accord, pas de 49.3, pas de dissolution. Et si pas d'accord, on déchire la feuille. La loi immigration sera abandonnée. Dans tous les cas, le camp présidentiel sort affaibli. C'est un sacré coup pour Emmanuel Macron. Mes questions ne sont pas attribuées. C'est le premier qui veut répondre qui répond. Donc battez-vous ou ne vous battez pas. Cet échec, c'est aussi le sien à Emmanuel Macron. Lucas. Oui, c'est un échec pour Emmanuel Macron, évidemment, même si je pense que c'est encore plus un échec pour Gérald Darmanin, qui faisait de ce texte sa loi, son projet, son moment fort du quinquennat, qui a en plus des ambitions présidentielles pour 2027. Je pense que c'est encore plus l'échec de Gérald Darmanin. Mais oui, évidemment, c'est un échec d'Emmanuel Macron, et surtout, et ça on va en parler longuement je pense, mais de sa manière de fonctionner et de sa manière de faire de la politique. Benjamin Morel. Oui, c'est un échec clairement pour Emmanuel Macron, mais c'est surtout un échec pour Gérald Darmanin, parce que ce projet de loi immigration, qu'est-ce qu'il devait signifier, au-delà même du thème ? C'était un pari de Gérald Darmanin, de dire, si demain je suis à Matignon, eh bien, la situation de décomposition majoritaire, je peux y remédier. L'option d'Elisabeth Borne, qui est de dire, moi je gouverne par 49 alinéa 3 sur les textes budgétaires, et à côté de ça, je forme des majorités ad hoc sujet par sujet, peut être dépassée. On peut avoir une alliance relativement stable, même si implicite, avec la droite.
ce que montre cette motion de rejet. C'est pas banal une motion de rejet sur un texte aussi fondamental, aussi, je dirais, emblématique pour un gouvernement que ce texte immigration. Cette motion de rejet, elle signifie qu'il n'y a pas d'accord structurel possible avec LR. Ça, on pouvait le voir en réalité dès la dernière réforme des retraites, quand on a vu que le groupe LR était en grande partie décomposé et qu'il y avait des vraies tensions entre le groupe LR au Sénat et le groupe LR à l'Assemblée. Néanmoins, Gérald Darmanin a voulu jouer cette carte. Il l'a repoussé plusieurs fois. C'est un peu l'Arlésienne, ce texte. Aujourd'hui, cette option-là, elle est clairement par terre. Et donc, on a un ministre de l'Intérieur qui n'a pas grand-chose à vendre dans la perspective de la suite du quinquennat. Vanessa ? Oui, je pense qu'en effet, le gouvernement semble affaibli sur cette question-là, mais c'est plus derrière la question de la migration dont il s'agit. Et c'est aussi pour ça qu'il y a déjà un an, on s'est rassemblés en disant qu'il fallait aborder la question migratoire sous un autre jour. C'était finalement, alors pas d'en arriver là où on en est aujourd'hui, mais c'était très prévisible que ce serait un imbroglio. Ça fait depuis maintenant 30 ans qu'on voit 22 lois migration, c'est-à-dire que chaque ministre de l'Intérieur veut maîtriser le fait migratoire en signant sa loi. On a eu la loi en 2018 Collomb qui voulait la même chose que Darmanin. Et c'est un peu une manière, on a l'impression, tous les 18 mois, de marquer son territoire que de dire moi, je vais maîtriser le fait migratoire. Or, c'est un fait, comme le réchauffement climatique. Et c'était prévisible, surtout dans le contexte actuel de complexité depuis les retraites. Enfin, c'est encore pire finalement que le sujet des retraites. On a quand même entendu souvent des politologues, des spécialistes, des politiciens dire que ça serait un sacré brouillon. Mais donc, de ton point de vue, c'est le rejet d'un texte, c'est pas le rejet d'un homme ? Ah si. Oui, Je sais pas, c'est certainement le si, je pense qu'il agace. Enfin, c'est pas moi qui suis spécialiste ici des politiques, mais je pense que Gérald Darmanin agace profondément de tous les côtés. Je pense que le gouvernement actuellement est clairement affaibli et que je sais pas quelle est la part des choses, mais en tout cas, ce texte qu'il voulait faire en même temps au départ est devenu hyper radical à la sortie des débats au Sénat et pouvait pas être accepté. Enfin, je vois pas comment ça pouvait passer en tout cas. Je pense qu'il n'a pas été accepté et qu'il y a eu une motion de rejet préalable, pas parce qu'il était radical, parce que s'il avait été radical, je pense qu'il serait passé en fait avec cette motion. Nini, quoi. En fait, il était nini parce qu'après, du coup, le passage à l'Assemblée nationale, parce qu'il est quand même passé j'ai oublié le terme, commission. Voilà, exactement, il est quand même passé en commission. L'aile gauche de la majorité a derrière mis sa patte et ce nini n'est pas passé en fait à l'Assemblée nationale, puisqu'en fait c'est à la fois l'aile droite, enfin même juste les Républicains et la gauche moins radicale, c'est-à-dire le PS, etc., ceux qui pouvaient faire pencher la balance, et même le Rassemblement national surtout, qui n'a pas voulu de ce texte, parce qu'il y avait l'article 4 bis, et on va en parler je pense, qui est la suite de l'article 3, qui voulait régulariser certains Oui, mais même immigrés. au sein de la majorité, ça divise. Ce Bien texte sûr. divise même au sein de la majorité. Enfin, nous, il y a 16 députés qui avaient poney. en mars... Il y en avait 8 qui avaient poney hier pour aller voter, qui n'étaient pas là, 9 très précisément. Oui, c'est vrai, mais alors, vous avez également d'autres députés dans les autres groupes qui ne se sont pas mobilisés. Il n'y a jamais 577 députés en séance. Et malgré tout, le fait qu'il manque que 5 députés de la majorité lors du vote, c'est assez peu en réalité. Ça montre que là-dessus, le gouvernement a quand même fait des pieds et des mains pour mobiliser. Et qu'il craignait en effet cette motion de rejet. Si on veut comprendre l'échec de ce texte, il faut comprendre un truc. Ce texte, il est fondamentalement politique. Vous avez absolument raison, on a en moyenne une loi immigration tous les 3 ans. On en a 29 depuis 1980. Le texte immigration, c'est un marqueur politique. En réalité, la plupart du temps, on modifie quelques virgules, on ne change pas fondamentalement les régimes, mais ça permet de dire, regardez, le sujet de l'immigration, moi, ministre, je l'ai traité, et je mets un nom derrière ma loi, donc regardez, j'agis sur le réel. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, et ce texte-là avait essentiellement un but politique. En fait, il en avait deux. Avoir un bilan sur l'immigration, au moins législatif, pour, en vue des élections européennes, dire au RN, regardez, nous, on agit concrètement, vous êtes dans le vocabulaire. De l'autre côté, dire à LR, mais en fait, qu'est-ce qui vous sépare de nous ? L'économie, vous êtes d'accord avec nous ? L'immigration, la loi dont vous rêviez, on l'a fait. Le problème, évidemment, c'est qu'en faisant ça, vous voulez étouffer LR. Mais dans le cadre de ce texte, vous êtes la majorité dans les mains de qui ? De LR. Si la CMP échoue, c'est parce qu'il n'y aura pas d'accord avec LR. Si la motion de rejet est adoptée, c'est parce que LR vote pour. Le texte du Sénat, c'est le texte de LR. Et donc vous faites un texte pour étouffer LR, dont LR a les clés. Et donc forcément, stratégiquement, c'est un peu idiot.
Mais ce qui était idiot, c'était pas à la base de faire un texte. Ils voulaient le saucissonner en 2 textes à un moment. Pourquoi ne pas l'avoir fait pour aller passer à l'Assemblée? Parce qu'en fait, si on a un texte d'un côté de droite, puis après d'un côté plus à gauche, on a beaucoup plus de chances. Alors, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Enfin, c'est ce qu'ils ont fait sur l'énergie, par exemple. Le problème de ce texte, vous parliez de la gauche de la majorité, c'est que on a aujourd'hui une majorité relative. Cette majorité relative, elle est non seulement relative, mais elle est fracturée. Si vous faites passer un texte très dur sur l'immigration, contre Sacha Houlié, contre le MoDem, contre la gauche de votre majorité, vous fracturez votre majorité. Or, aujourd'hui, fracturer la majorité au vu de son état, c'est politiquement extrêmement dangereux. Déjà qu'Emmanuel Macron navigue à vue, si en plus sa majorité relative est une majorité clivée, avec potentiellement des frondeurs parce qu'ils auront avalé le texte immigration à coup de 49 alinéa 3, et bien forcément, les 3 prochaines années risquent d'être pour lui encore plus difficiles, d'où la volonté d'avoir un texte de relatif équilibre pour au moins tenir Sacha Houlié et le MoDem, en même temps qu'on essaie de conquérir le cœur d'Éric Ciotti. Tu parles de Sacha Houlié, donc Sacha Houlié qui est président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Sacha Houlié qui dit ceux qui ont voté la motion de rejet préalable à gauche ont joué la politique du pire. Ils ont joué la politique du pire, les gens qui ont voté à gauche pour la motion. Surtout l'alliance de circonstances entre le RN, le LR, les écolos, le PS et LFI qui a noté, je ne sais pas si la gauche a joué le jeu du pire. Une motion de rejet, si vous voulez, c'est pas comme une motion de censure. Une motion de censure, je vais jouer mon consualiste un peu chiant, mais une motion de censure, vous avez un exposé Tu as des une heure motifs. pour le faire, Benjamin. Exactement. Quand vous avez une motion de censure, vous expliquez pourquoi est-ce que vous voulez faire tomber le gouvernement. C'est pas le cas d'une motion de rejet. La motion de rejet, c'est une question simple. Est-ce que vraiment le texte mérite qu'on en discute, ou est-ce que de toute façon il est tellement mauvais qu'on va le rejeter? Et donc là, si LR juge que le texte est trop mou, si le RN juge que le texte est trop mou, et que de l'autre côté, la NUP juge que ce texte-là est liberticide, tout ce que vous voulez, la réponse peut être la même pour des motivations différentes. C'est le principe même d'une motion de procédure. Vous savez, c'est pas si nouveau les motions de procédure qui passent. Sous la 4e République, au début de la 5e République, on avait des motions de procédure qui passaient sous le tir croisé des communistes et des gaullistes. Donc ça, c'est pas du tout nouveau. En revanche, ensuite, vous avez un narratif gouvernemental. Le gouvernement va expliquer que, évidemment, c'est l'alliance entre la carpe et du lapin, que la NUP a fait alliance avec le RN. C'est évidemment pas vrai, mais politiquement, il faut bien vendre une défaite en essayant de la reporter sur autrui. Alors, je ne voulais pas qu'on aborde cette question immédiatement, mais dans le chat, on la pose. C'est Nidalit qui la pose. Salut Nidalit, merci de nous rejoindre. Et qui nous dit et sinon, quand c'est compliqué à l'Assemblée, pourquoi on ne demande pas son avis au peuple? Nidalit qui dit référendum, RIC, tout ça. Marité lui répond parce que l'Assemblée représente le peuple. Pourquoi on n'a pas utilisé un autre instrument, finalement? On aurait pu utiliser une convention citoyenne, ça, par exemple. Par exemple. Non, mais il existe une 3e chambre, en fait, en France, qui s'appelle le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, et qui représente les citoyens, les citoyennes. Ce sont des membres nommés. Il y en a, je crois, 250, qui sont à la fois des représentants d'associations, de syndicats, d'entreprises, et qui réfléchissent à des sujets de société, de politique publique. Et nous, ce qu'on dit depuis maintenant 1 an, que l'idée a émergé de demander un dispositif de convention citoyenne sur la migration, comme il a été fait sur le climat, comme il a été fait sur la fin de vie, c'est pour instaurer dans le débat public un discours à la fois intelligent, apaisé, intelligent parce que nourri par des faits objectifs, par des experts, sur un temps long. Sans agenda politique. Sans agenda politique, et qui permettrait en fait de débattre sereinement sur ce sujet-là et d'établir des recommandations de politique publique qui ensuite pourraient remonter auprès de l'exécutif. Et comme pour les différents sujets, il en émane ensuite ce qu'il en émane, on en retient ce qu'on en retient, mais l'intérêt d'un tel dispositif, c'est qu'on en parle différemment et que le sujet de la migration, qui est le sujet donc de base sur lequel on débat là de choses plus politiciennes, en tout cas la question migratoire, elle est problématique parce qu'elle est inflammable et parce qu'elle divise la société, parce que c'est quand même prioritairement le fer de lance du RN et de l'extrême droite, et qu'on s'en sert pour attiser, pour opposer. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, 80% des Français disent on ne peut pas parler sereinement de la migration.
il est essentiel qu'on en parle sereinement, il est essentiel qu'on en parle intelligemment parce qu'on va droit dans le mur en fait, et que là on parle de 2027, bon il y a l'Europe avant, il y a les municipales ensuite, il y a tout le temps un calendrier politique. Si tous les partis aujourd'hui se refusent à parler du fait migratoire, c'est parce que c'est un sujet qui est devenu, y compris à cause des médias, un sujet qui fait peur. Et finalement à diffuser dans la sémantique et dans la rhétorique globale des thématiques portées par l'extrême droite dès le départ, des histoires d'appel d'air, de grands remplacements, qui aujourd'hui sont presque passées dans le langage commun. Donc oui, pour en revenir à la question de base, nous, on pense qu'il est essentiel de remettre du débat démocratique sur ce sujet qui, finalement, se confronte à une impasse, et que ça permettrait de faire de l'éducation populaire, d'avoir un discours médiatique différent pendant la durée d'une convention citoyenne. Et c'est sur du temps long, donc ça veut dire que même s'il devait y avoir des événements d'actualité qui peuvent parfois troubler l'opinion publique, on est vraiment à réfléchir, à parler avec des experts, avec des personnes qui sont tirées au sort, donc représentatives de la diversité des opinions qu'on trouve dans la société française, etc. etc. Donc, oui, nous on pense que c'est au CESE prioritairement de se saisir de ce sujet, et il semblerait que Thierry Bauchet, le président du CESE, y soit clairement enclin. Maintenant, on va certainement parler de temporalité, et ça... Mais tu parles de troisième chambre, on a déjà deux chambres. L'Assemblée représente le peuple. Je provoque un peu, hein, mais normalement, on a tout ce qu'il faut pour régler ce genre de débat. Alors pourquoi est-ce qu'en 2021 on non, a... mais je oui, je te provoque évidemment. Donc je renvoie à Benjamin, j'ai assez parlé. Non, mais alors les conventions citoyennes, alors le CESE est déjà une chambre, hein, c'est-à-dire que alors c'est pas une chambre législative comme peut l'être l'Assemblée et le Sénat, mais c'est une chambre qui est établie et en effet qui a la mission, notamment depuis la loi organique de 2021, d'organiser ce type de structure. Donc on pourrait tout à fait l'imaginer. Et les conventions citoyennes ont vraiment une vertu, c'est que en effet, elles permettent de poser dans une réflexion sur le temps long, des sujets qui vont être des sujets complexes et qu'on va pas pouvoir appréhender en mode sondage d'opinion. Qu'est-ce que je pense? Il faut que je réponde tout de suite. Donc, je pense que non. Eh bien, par définition, il y a une délibération. Et cette délibération va conduire potentiellement à évoluer. Alors, là où on aura peut-être un différent, c'est que malgré tout, quand on regarde un peu les exemples étrangers, ce type de convention est utile, notamment quand il y a une vraie décision à la fin. Parce que s'il n'y a pas de décision à la fin, très rapidement, on a un effet de décrochage. Voilà, les gens, ils débattent pendant 6 mois. Moi, citoyen, au début, je me sens représenté par eux. Mais une fois qu'ils ont débattu pendant 6 mois et que je n'ai pas vraiment suivi leur débat, ce qu'ils décident, ce qu'ils ont appris, je ne l'ai pas suivi. C'est l'effet convention pour le climat. Et donc, à ce moment-là, on a paradoxalement des gens représentatifs qui ne deviennent plus représentatifs. Si on a une décision à la fin, notamment via référendum, c'est le modèle de l'Ohio, il y a une opinion qui suit. Parce qu'à la fin, elle sait qu'elle va devoir voter, qu'elle va devoir décider. Et évidemment, la réponse peut être dangereuse in fine, mais si vous regardez par exemple la question de l'IVG, on avait un peu ce débat hors antenne, il est intéressant de voir qu'en France, quand la Cour suprême américaine a remis en cause l'IVG, tout le monde s'est tourné vers le juge constitutionnel en disant « constitutionnalisons, le juge constitutionnel français va nous sauver ». Je suis pour la constitutionnalisation, entendons-nous bien. Je pense qu'aujourd'hui, l'IVG n'est pas assez protégé en droit constitutionnel. Mais en revanche, c'est le juge américain qui a remis en cause l'IVG. C'est pas le peuple. Vous avez eu plein de référendums d'initiatives citoyennes aux États-Unis sur l'IVG. Pas un n'a remis en cause l'IVG. Bilan de l'expérience américaine, le peuple, quand il est informé, quand il débat, est souvent plus sage que le juge. Alors le problème du référendum sur l'immigration en France, c'est que 1, il ne sera pas forcément précédé d'une convention citoyenne, que 2, il va être très politisé, et que 3, en réalité, il y a tout un tas de problèmes qui là sont strictement constitutionnels. L'immigration, c'est pas un domaine de la loi, c'est un sujet. Et ce sujet, il est multifactoriel. Si vous parlez de l'immigration économique, on peut déjà faire un référendum sur les sujets purement économiques. Sur les sujets pénaux, typiquement double peine, pénalisation de l'entrée sur le territoire. Aujourd'hui, c'est pas possible, on ne peut pas ouvrir ce champ parce que ça ouvre le champ à d'autres choses, peine de mort, etc. Ensuite, il y a tout ce qui relève du droit civil, double nationalité, conditions d'accès à la nationalité, regroupement familial. Tout ça est très balisé par les cours européennes. Et là, le droit européen l'emportant sur le droit français, vous pourriez faire un référendum, il serait quand même battu en brèche par les traités. Donc la possibilité d'organiser un référendum est très limitée. Et là où on voit que c'est très politique, très hypocrite, c'est que quand Emmanuel Macron dit il y a quelques semaines, et si on l'envisageait, il dit on ne touche pas au droit pénal et on ne touche pas au traité européen. Donc en fait, on ouvre le champ du référendum sur l'immigration
pour ne rien faire in fine, pour ne rien ouvrir. Et donc là, vous voyez qu'on instrumentalise quelque chose, on va jouer en effet sur une thématique politique, mais évidemment, on sait que in fine, on ne veut pas aller plus loin. Mais c'est surtout le modèle de comment on fait de la politique sous Macron qui est remis en cause, je pense, depuis lundi. C'est-à-dire que on ne fait pas forcément d'alliance du coup à l'Assemblée nationale. Et en fait, on s'en fiche. On essaye de faire au cas par cas, peut-être. Bon. Mais on n'essaie pas de construire des majorités plutôt solides. On n'essaie pas d'influencer sa politique par rapport à ce que pense le peuple ou non. Et on voit bien, alors sur le référendum, évidemment, la question sur le référendum sur l'immigration, elle pose question parce qu'en fait, c'est ce qu'on dit tout le temps sur ce référendum sur l'immigration. Qu'est-ce qu'on pose comme question? Et en plus, si cette question n'a aucun intérêt derrière, c'est ce que nous dit Benjamin, bon, pour quelle utilité? Non mais et en fait c'est important pour nous. Très bien. Celui qui dit c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais en fait c'est important politiquement derrière et du coup je pense que c'est surtout ça qui est remis en cause maintenant. C'est comment Emmanuel Macron, comment la majorité vont faire de la politique et ça c'est la grosse question de ces prochaines semaines et c'est pour ça qu'on a eu pas mal de réunions de crise je pense ces derniers temps. Et moi, je voulais juste rebondir sur une chose, c'est que les sondages disent que 65% des Français ne veulent pas aujourd'hui répondre à des questions ayant trait à la migration parce qu'ils s'estiment pas informés. 65% des Français. Or, c'est un sujet qui est hyper quand même hystérisant, donc c'est étonnant. Et nous, on a commencé. Donc, il y avait vraiment 2 grands pôles sur l'association qu'on a constituée en janvier l'année dernière. On avait à la fois une réflexion sur comment on crée une mobilisation autour de ce sujet-là, comment on intéresse les gens sur cet outil démocratique qui est soit méconnu, soit pas trop apprécié parce que les gens disent que c'est un échec déjà sur le climat et à l'époque on n'avait pas eu la fin de vie qui a été reconnue comme une avancée mais pour l'instant en effet on n'en a rien fait donc on ne sait pas. En tout cas à chaque fois ce qu'on se dit c'est que c'est un outil d'éducation populaire en tout cas intéressant. Donc comment on mobilise les citoyens à travers un appel sur Change.org, comment on en parle avec peu de moyens, comment on en parle médiatiquement et l'autre partie c'était comment est-ce qu'on réfléchit déjà aux lignes rouges, à la question qu'on pourrait poser à travers une convention citoyenne et à ce qu'on pourrait en faire. Et donc on a travaillé avec des experts, avec des juristes, avec des scientifiques, d'où aussi la tribune des 400 chercheurs qui se sont positionnés pour une convention citoyenne sur la migration. On a réfléchi avec aussi des sociologues. Et on a sorti une question que je voudrais vous partager là parce que ça pourrait être le débat, enfin le préambule d'un débat. C'est afin de respecter les droits humains et dans un esprit de cohésion sociale, quel changement faudrait-il opérer concernant la politique migratoire en France ? Voilà, ça c'est la question sur laquelle on a atterri avec notre groupe de travail. Voilà, mais ça voudrait dire en effet qu'on établit des recommandations de politique publique et que derrière on en fasse quelque chose. Ça, il y a 2 conditions en règle générale, si on prend un peu les exemples internationaux, mais ils ne sont pas définitifs. Il y a 2 modèles qui ont bien fonctionné en matière de convention citoyenne, d'après ce que moi en tout cas j'ai pu voir. C'est le modèle irlandais par exemple, où là vous débattez d'un sujet de valeur. Je peux être pour ou contre l'avortement, c'est un sujet de valeur, c'est pas un sujet technique. Et donc dans ce cadre-là, la Convention citoyenne va vraiment permettre d'échanger sur des valeurs et de dépasser les a priori sur les valeurs de l'autre. Et ça fonctionne bien. C'est pour ça que la fin de vie, c'était plutôt intelligent. Sauf qu'évidemment, derrière, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Et la deuxième condition, en effet, c'est quelles conditions derrière ? Si jamais c'est simplement quelque chose de dilatoire, on enterre un sujet en faisant débattre des citoyens qu'on va tirer au sort et on va les laisser débattre dans leur coin, l'opinion ne s'intéresse pas. Et donc à ce moment-là, il y a un effet de décrochage. Et l'effet de décrochage fait que les gens qui vont sortir de la Convention citoyenne 6 mois plus tard, comme ils ont débattu dans leur coin, ils se sont informés. Mais le reste de la population, non. Et quand ils vont venir parler, ils vont être complètement déconnectés. Et donc à ce moment-là, on va se dire, mais qui sont ces gens qui veulent demain me limiter la vitesse sur l'autoroute ? Typiquement, Convention citoyenne sur le climat. Or, ils ont réfléchi, ils ont peut-être des arguments pour me proposer ça. Seulement, comme je n'ai pas suivi les débats, je n'ai pas évolué avec eux. S'il y a une décision à la fin, quelle qu'elle soit, et si je suis engagé par cette décision, je suis amené à réfléchir avec eux. Et donc, in fine, j'évolue. Et les référendums, les campagnes référendaires notamment, sont bien pour ça. Si vous prenez le référendum de 2005, c'est intéressant parce qu'on a souvent dit les Français ont voté contre Chirac. C'est pas vrai. Ils étaient relativement informés quand même, les Français. Ils étaient très informés. Si vous prenez la cote de popularité de Chirac, elle est de 36% au mois de novembre 2004 à 36% au mois de mars. Le oui au TCE est passé entre-temps de 65 à 45%. C'est pas un vote anti-Chirac.
c'est un vote à la suite d'une campagne. Peut-être était-il mal informé, on peut discuter le choix, mais malgré tout, il y a eu une politisation sur l'enjeu. Donc quand vous avez une campagne longue et une convention citoyenne, dans l'Ohio, c'est intéressant, elle ne décide pas la convention citoyenne. Elle ne fait que débattre et elle produit des argumentaires. Et ces argumentaires-là, ensuite, sont envoyés à tous les citoyens. Et in fine, quand je vais décider, quand je vais aller voter, j'ai l'ensemble, en effet, des délibérations et je peux me déterminer en conscience. Je n'ai pas une campagne qui est hystérisée. J'ai réellement une question qui va être posée sur ensuite des choses qui ont été éprouvées. Et donc, ce faisant, je suis, deux, je décide. Et donc, je me sens à la fois informé et légitime. Mais dans notre actualité, sur ce sujet-là, est-ce qu'on s'imagine un instant ce que ça donnerait sur les plateaux de télévision ? Enfin, comment est-ce qu'on fait une campagne d'information neutre alors que justement on dit qu'une convention citoyenne, c'est prendre un groupe et le mettre à l'écart des débats hystériques, à l'écart de la médiatisation, pour avoir de la sagesse dans les débats, pour avoir du recul, pour avoir de l'apaisement. Comment est-ce qu'on imagine qu'en les mettant sur CNews ou chez je sais pas qui, on va parler de ce sujet-là et informer réellement ? On les mettra sur France Info, bien sûr. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais c'est hyper glissant et moi je suis vraiment très, très inquiète et très contre dans ce contexte-là, actuellement en France, d'imaginer un référendum. Je pense que c'est le parfait opposé d'une convention citoyenne. Ouais, mais je suis assez d'accord avec vos craintes en réalité, mais je crois qu'il y a deux aspects par rapport à ça. D'abord, comme je le disais tout à l'heure, quand Emmanuel Macron l'annonce, c'est en fait pour l'éteindre, pour faire un effet d'annonce, parce qu'en réalité, il sait que ça ne se fera pas, et il sait que ça ne doit pas se faire, parce que si un référendum devait être prévu aujourd'hui, temps de lancer la procédure, etc., ça veut dire qu'il a lieu à peu près avant les prochaines présidentielles. Si vous voulez mettre Marine Le Pen sur orbite, vous ne faites pas mieux. Oui, et puis il a bien dit qu'il voulait se débarrasser absolument de ce sujet en janvier-février. Exactement. Maximum. Le deuxième élément, c'est que ce que vous soulignez, en fait, est un autre problème, et à mon avis, le problème essentiel. C'est le problème de l'espace public et de la manière dont il peut être structuré sur ces sujets. Tant qu'on a un effet d'hystérisation sur ces sujets via certains aspects médiatiques, les réseaux sociaux, etc., débattre sereinement n'est pas possible. Vous savez, la démocratie, c'est pas d'abord des institutions. La République, c'est pas d'abord des institutions. Si vous prenez la Révolution française, les institutions, elles arrivent tard, elles arrivent en 91. C'est d'abord un espace public. La Révolution française, c'est 5000 journaux, c'est des clubs qui s'ouvrent. Aujourd'hui, on a un espace public en grande partie fragile, sauf ce soir ici. Et donc, ce faisant, cet espace public fondamentalement fébrile empêche de débattre réellement de sujets importants, sérieux et parfois un peu techniques. Lucas, je te vois. Non, c'est ce que j'allais dire tout à fait. En fait, c'était le deuxième sujet moi que je voulais aborder sur l'espace public. Je pense que en fait, il y a vraiment l'opinion publique qui est cristallisée et que, au contraire, il faut peut-être pas céder à un certain fatalisme et essayer justement de recréer des places. On parle de clubs, on parle d'émissions qui sont saines. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire et pas se dire bon, l'opinion publique et de toute façon et de toute façon tout cet espace public est morose, on peut rien y faire. Et c'est comme ça, et on se dit la seule solution c'est de prendre 900 citoyens, de les mettre dans une cave qui soit tout seul. Non mais je caricature et évidemment c'est pas ça. Mais cruel dans la cave. Non mais voilà c'est ça. Non mais je caricature et c'est fait exprès. Pour le CESE, c'est ça. Donc en plus c'est super sympa le CESE. Mais je pense qu'il faut vraiment essayer de faire bouger les lignes sur cet espace public et tu l'as très bien dit. Je vous malheureusement. Bolloré fait quand même des belles audiences. Et France Info, on fait d'excellentes aussi. Excellent. Mais j'aimerais beaucoup que France Info fasse. Ça s'auto-alimente. Ouais. Je vous ramène, y a une bulle de pensée, il y a une chaîne. Je vous ramène dans la fange de l'actualité, dans le concret. On a la CMP qui se réunit. Il y a une partie un peu de poker menteur là, qui commence, qui a déjà commencé. C'est quoi les marges de manœuvre ? Peut-être plus une question pour toi, Benjamin. Il faut comprendre les prochaines étapes si on veut comprendre les marges de manœuvre. Il y a 3 étapes pour le gouvernement. Première étape, une CMP qui, à en croire Emmanuel Macron, doit être conclusive. En gros, vous réunissez 7 sénateurs, 7 députés en conclave et ils doivent se mettre d'accord sur un texte. Alors, il y a plus de droite que de majorité, parce que vous avez 7 sénateurs, mais il faut voir que l'objectif, c'est pas tant de gagner par rapport à l'autre parti, l'objectif, c'est d'avoir un texte qui soit adoptable par les 2 chambres. In fine, si votre texte n'est pas adoptable par les 2 chambres et qu'il y en a une qui refuse, c'est comme si vous aviez échoué. Donc il faut vraiment sortir un texte qui soit adoptable par les 2 chambres. Dans le cadre de cette CMP, il y a un souci. Emmanuel Macron a dit soit elle est conclusive, soit on abandonne le texte. Comme je le disais tout à l'heure, le texte il est fait pour embêter LR. Donc là, vous donnez à Darmanin un pistolet à eau et vous lui dites
va affronter Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, Éric Ciotti n'ont pas fondamentalement intérêt à faire un cadeau au gouvernement. Il va falloir les convaincre de faire ce cadeau au gouvernement. Et évidemment, ils vont camper une ligne extrêmement dure sur le texte en disant on ne touche à rien. Il faut voir que là encore, je vais partir dans mes délires de constitutionnalisme, mais les points les plus durs de ce texte, prenez l'AME. Tout le monde sait que ça va sauter au Conseil constitutionnel. Voilà. Là, il y a un point dur, etc. LR l'a ajouté dans le texte au Sénat. C'est strictement politique, ça ne sera pas dans le texte à la fin. Le Conseil constitutionnel va le virer. C'est ce qu'on appelle un cavalier législatif. Ça n'a rien à faire dans ce texte-là. La question des métiers en tension, c'est du domaine réglementaire. C'est pas du domaine de la loi. Théoriquement, ça ne devrait pas être dans la loi. Ça pourrait être modifié via décret si on délégalise. Ça aussi, c'est purement politique. Les points durs de ce texte, ce qui fait le clivage, n'ont rien à faire dans ce texte et beaucoup vont disparaître in fine sous le joug du Conseil constitutionnel. Vous voyez bien que le blocage, il n'est même pas sur le fond, il est vraiment sur les postures politiques. Donc là, en CMP, ça n'aboutira que si LR peut dire, écoutez, c'est mon texte qui est passé. Bon, j'ai accepté quand même, mais vraiment, c'est quand même mon texte. Donc première étape, il faut tout donner à LR et peut-être même plus que ce qu'ils espèrent. Deuxième étape, il faut que ça arrive à l'Assemblée. Et à l'Assemblée, il y a 2 étapes encore. Première étape, eh bien, un retour de la motion de rejet, très probablement. Il ne peut pas y avoir de 49 alinéa 3, etc. si la motion de rejet est adoptée. La motion de rejet, c'est la condition pour commencer à adopter le texte. Pour que la motion de rejet ne soit pas votée, il faut que vous mettiez dans votre poche Sacha Houlié, Éric Ciotti. Et c'est pas gagné. Pas d'autres conditions. Si vous ne mettez pas les deux dans votre poche, c'est très très compliqué. Là, évidemment, avec un texte très radical, version LR, ça va être dur de garder la gauche de la majorité. Admettons que vous y arriviez. Ensuite, il va falloir passer au vote final. Emmanuel Macron a dit pas de 49 alinéa 3. Donc ça veut dire qu'il va quand même falloir, là encore, réunir une majorité assez large sur un texte par définition clivant qui, si la CMP est conclusive, ne peut pas être amendé, ne peut pas être touché. C'est la condition après une CMP. Très très compliqué aussi. Donc, soit le texte passe, grâce à Éric Ciotti, peut-être à l'abstention du RN, contre la gauche de la majorité, auquel cas on a un vrai clivage au sein de la majorité, soit il ne passe pas parce que LR n'aura pas voulu jouer le jeu et LR n'a guère l'intention de jouer le jeu. Dans tous les cas, en disant pour Emmanuel Macron, pas de 49 alinéa 3 et CMP conclusive ou pas, il envoie quand même Darmanin au feu sans vraiment de carte dans son jeu. Donc ça va être très 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 compliqué et vous l'avez compris, très très politique pour ne pas dire politicien. Ça va être politicien, ça c'est sûr. Moi je vois quand même un autre scénario possible. Sur la CMP, évidemment, un texte dur à adopter, c'est la seule façon d'avoir une CMP conclusive. Néanmoins, après, ça sera évidemment adopté par le Sénat, puisque ça sera le texte de LR. Juste comprendre aussi que pourquoi LR fait ça, c'est aussi pour se positionner par rapport à la majorité. Qu'est-ce qui positionne aujourd'hui LR par rapport à la majorité ? Pas grand-chose. Ils ont voulu voter leur réforme des retraites. Enfin, personne ne comprend trop le positionnement d'LR, donc être encore plus extrême leur permet de se dissocier et surtout de dire c'est mon texte, c'est eux qui sont sur les mêmes positions que nous. Leur positionnement n'est pas si confus que ça. Sur l'immigration, non. Sur la politique générale, si. On ne comprend pas forcément ce qui dissociait, en tout cas les électeurs. Hein. Évidemment qu'il y avait des différences, mais une Valérie Pécresse, si elle fait un score aussi faible, c'est aussi parce que ces électeurs-là sont chez Emmanuel Macron. Bref. Et du coup, elle passe au Sénat. Moi, sincèrement, je peux voir quand même un texte adopté parce qu'on voit quand même que depuis que la majorité est, depuis 2017, mais surtout 2022, puisqu'ils ont qu'une majorité relative depuis 2022, depuis qu'ils ont eu des moments vraiment difficiles à affronter, on a vu quand même un groupe parlementaire assez uni, et même un Sacha Houlié qui évidemment va tirer vers lui. Après, évidemment, c'est quelles conséquences après à l'Assemblée nationale et évidemment au sein de la majorité, quelles conséquences, quel texte il va vouloir faire passer. Et en plus, il est quand même président de la commission des lois, donc ce qui n'est pas un poste pas important à l'Assemblée nationale. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut, pour y arriver, que non seulement la gauche de la majorité se rallie à un texte très dur, en condition minimum Retailleau, voire Ciotti. Il ne faut pas oublier que quand le texte sort du Sénat, aujourd'hui, Éric Ciotti dit « Moi, le texte, je n'accepterai que celui du Sénat ». Pour vous montrer que c'est très politique, quand le texte est sorti du Sénat et que LR pouvait avoir l'espoir que le texte du Sénat soit adopté à l'Assemblée, Éric Ciotti disait « Nous ne prendrons pas ce texte, il est trop mou ». Vous comprenez bien que c'est très politique. Hein. Le texte était loin d'être mou. Oui, mais pour Éric Ciotti, à ce moment-là, il était trop mou parce qu'en réalité, il est forcément trop mou le texte.
Parce que, comme vous l'avez bien dit, je suis absolument d'accord avec vous. Si jamais LR devait voter le texte de la majorité, ça voudrait dire que entre la majorité, entre Gérald Darmanin et LR, il n'y a pas une différence fondamentale sur l'immigration. Politiquement, quel que soit le fond du texte, je vous l'ai dit, la plupart des trucs sur lesquels on se focalise sont des trucs qui de toute façon disparaîtront pour des raisons constitutionnelles. Donc, quels que soient les éléments de focalisation, la question est fondamentalement, structurellement politique. Et pour finir là-dessus, il faut non seulement que la gauche de la majorité ne vote pas la motion de rejet, mais il faut aussi qu'elle soit présente. Si jamais j'ai un député qui dit « Oh zut, j'ai ramassage de fraises aujourd'hui. Oh zut, je suis bloqué dans le métro, Madame Borne. Vraiment, je voulais venir, mais malheureusement, vous savez, la RATP. » Si jamais j'ai des députés de la majorité qui ont du vague à l'âme, et que de l'autre côté, le RN mobilise, que les écolos mobilisent, que l'AFI mobilise, que LR est très partagé, parce que vous n'avez jamais 100% du groupe LR, le groupe est intenable. Il y a une question à traduire. Il y a une question, et puis avec d'autres, c'est-à-dire que le groupe n'est pas réellement tenu. C'est un groupe de survivants, le groupe de LR, par rapport à 2022. Ils ont tous survécu malgré le score de Valérie Pécresse. Donc, arriver à mobiliser plus votre majorité alors que le texte est plus clivant que la première fois, ça va pas être facile. Et donc, évidemment, les risques sont très très grands. Vanessa, tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais je voulais dire que, en fait, on est vraiment en train de démontrer là par nos échanges que c'est de la pure politique politicienne. Et on utilise le sujet de la migration, qui est quand même un sujet extrêmement explosif, essentiel, peut-être. mais sensible en fait. On parle d'humain, quoi. Enfin, on parle de vie humaine. On parle d'une France qui respecte absolument pas les traités européens, qui est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme régulièrement. Darmanin dit qu'il s'encarre l'oignon. C'est juste dingue de se dire qu'on fait de la politique politicienne sur un sujet aussi humain. Et ça montre encore une fois, enfin, en tout cas, le peu d'intérêt que les politiques ont pour réellement la société humaine qu'on constitue. Et je trouve ça vraiment à pleurer, en vrai. Enfin, ce qu'on est en train de se dire là, c'est juste un échiquier politique. Voilà, c'était mon coup de gueule de l'après-midi. Mais c'est vrai. Objectivement, là, on est dans la politique politicienne la plus pure. Sur ce texte, c'est clairement le cas. Les dispositifs principaux vont probablement sauter. Le reste, c'est malgré tout de l'évolution de choses qui existent déjà. Et sur le fond, on a un texte qui aujourd'hui est hypothéqué pour des raisons strictement, purement, absolument politiciennes, et dont l'objectif en vue des européennes était également purement, essentiellement politicien. Et puis c'est un texte administratif. Ce texte-là, c'est 2-3 petites choses qu'on modifie. Enfin, c'est pas une évolution, c'est pas une révolution ce texte. Bref. Tu parles quand même aux juristes de la CIMAD, aux juristes, ils sont quand même extrêmement inquiets sur le texte avant même qu'il passe au Sénat. Oui, alors ce que je voulais dire, c'était sur le côté plus politique. Sécurité en France. C'est que la droite et l'extrême droite, c'est un texte qu'ils peuvent voter tous les jours en fait. Et c'est un texte qui est pour eux trop mou, mais c'est un texte qu'ils peuvent facilement voter, et donc leur position est vraiment politicienne et d'apparence, parce que sincèrement, c'est un texte qu'ils auraient pu faire, alors peut-être en plus extrême, mais qu'ils auraient pu faire. Bon, alors si on fait un peu de prospective, là, à vous entendre, ce texte ne sera pas adopté, donc arithmétiquement, en l'état des alliances. Il y a une fenêtre, si jamais la droite... C'est quoi la fenêtre là, qui nous reste pour que ce texte soit la fenêtre, heureusement ou malheureusement voté? Si la CMP si en CMP la droite considère que malgré tout, ses électeurs en circo risquent de gueuler un peu trop si jamais le texte... il n'a pas... Parce que quelle est la stratégie d'Emmanuel Macron? Pourquoi est-ce qu'il envoie Gérald Darmanin avec un pistolet à eau? En fait, il a acté le fait qu'il y a 2 possibilités pour que ça échoue. La première, ça échoue en CMP. Auquel cas, c'est la faute de la droite. Regardez, LR est très méchante. Elle a fait capoter le texte dont ses électeurs rêvaient. Défaite pour la majorité, mais partagée, et entre guillemets, on retourne le stigmate. L'autre possibilité d'échec, c'est sur le vote de la motion de rejet ou le vote final. Auquel cas, comme c'est un texte qui a priori aurait l'aval de LR, au moins d'une grande partie de LR, vous clivez avec le reste de votre majorité. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui on a une majorité relative, fragile. Si en plus vous la clivez un peu plus, que vous créez des frondeurs, c'est bien pire pour le gouvernement. Entre un échec de Gérald Darmanin, qui après tout n'est peut-être pas le préféré d'Emmanuel Macron, et une attaque contre LR d'un côté, et de l'autre côté une réussite du texte, mais avec un vrai clivage au sein de la majorité, qu'est-ce qui vaut mieux du point de vue de l'Élysée? Donc, si jamais, malgré tout, vous arrivez à tenir ces 2 impératifs, il y a une fenêtre pour ce texte, mais objectivement, aujourd'hui, et visiblement, le château ne fait pas le pari de la victoire au vu de ses annonces, elle est quand même très réduite.
Désolé, hein, là c'est vraiment de la popole, mais Non, non, on mais est dans la c'est- politique politicienne sur ce texte, on l'a dit. c'est presque malheureux de constater. Et Gérald Darmanin, il y a quelques semaines, il s'était vraiment targué de savoir trouver une majorité introuvable. Ça ne peut pas dire que ce soit vraiment réussi. Qu'est-ce qui a pu lui laisser penser ça? Est-ce que c'était du bluff? Et qu'est-ce qui s'est passé en fait dans Mais la tête de Gérald Darmanin? Ou alors il était, comme tu le dis, téléguidé. Euh, il est... Alors, je ne suis pas dans la tête de Gérald Darmanin, mais il n'était pas obligé d'y mettre autant de cœur, Gérald Darmanin, finalement. Oh, si, je pense qu'il était obligé d'y mettre autant de cœur parce que c'était son Parce passage. qu'il y croyait vraiment, il me semble. Oui, je pense qu'il y Je crois. croyait vraiment, mais c'est surtout ce qui est assez intéressant à suivre, c'est les journalistes politiques qui disaient que jusqu'à même lundi matin, ils étaient certains que cette motion de rejet préalable ne passerait pas et qu'ils ont été très surpris dans la journée, que la panique est venue toute la journée de lundi pour finir sur cette motion. Non, en tout cas, juste mettre le point sur sa surprise absolue qui a été décrite par les journalistes. Oui, enfin, il y a eu une grande naïveté, c'est-à-dire que, encore une fois, le pari de Gérald Darmanin, c'est de dire, Mais on ne peut pas dire de Gérald Darmanin qu'il est naïf. je crois C'est que là, moi, il y a une forme de naïveté, c'est-à-dire que Preuve de il y a l'hubris. l'idée que, alors il y a une forme d'hubris, mais il y a l'idée que LR peut être conquis et que le groupe LR va pouvoir soutenir le gouvernement si on fait sa politique. La réalité, c'est que c'était quand même méconnaître tout ce que l'on savait de LR depuis les dernières présidentielles. Comme je le disais, LR, c'est un groupe de survivants. Les députés ont été élus malgré le score de Valérie Pécresse et souvent avec un Gérald Darmanin ou un Bruno Le Maire qui leur ont dit à l'époque « T'inquiète, tu n'auras pas de candidat macroniste face à toi, ne t'inquiète pas et demain tu vas être notre ami ». Résultat, ils ont quand même eu un macroniste, donc les paroles du gouvernement, ils en sont relativement revenus. Par ailleurs, on l'a vu au moment de la réforme des retraites, vous pouvez à l'époque, ce qu'avait fait Elisabeth Borne, toper avec Olivier Marleix et Éric Ciotti en disant la réforme va passer. Si on fait passer la retraite de 65 à 64 ans dès le mois de janvier, c'est parce qu'on tope avec LR à l'époque. Ça aurait pu être un élément de concession vis-à-vis des syndicats. On le fait très très tôt parce qu'on fait une concession au LR. Le problème, c'est qu'on voit que Éric Ciotti et Olivier Marleix ne tiennent pas le groupe parce que c'est un groupe de survivants. Donc déjà, vous avez un groupe déstructuré. Vous avez un groupe qui, par ailleurs, est un groupe qui est plus radical que naguère parce que c'est les circos les plus à droite qui ont donné les députés LR, pas celles qui étaient les plus centristes parce qu'en effet, les électeurs ont voté plutôt pour La République En Marche. Donc vous avez un groupe plus radical et un groupe qui ne vous aime pas. À côté de ça, vous avez un texte qui sort du Sénat. C'est un texte aux conditions de LR. Les députés LR se disent, bon, pour des raisons politiques, on n'a pas envie de le voter, mais au moins il nous ressemble. En commission, le texte est fait aux conditions de la gauche de la majorité. Que ressentent les députés LR? En fait, là, on nous entube. Et donc forcément, in fine, vous avez un groupe LR qui ne vous suit pas. L'idée de Gérald Darmanin, qui était quand même très naïve, de dire je vais avoir LR en leur donnant des gages, et de l'autre côté, je vais avoir la gauche de la majorité en revenant au texte initial. C'est quand même prendre un peu les députés pour des idiots. Et évidemment, on peut penser ce que l'on veut des députés LR, mais c'est loin d'être des idiots. Et ils se sentent très redevables de leur circo, parce qu'en fait, c'est pas de leur étiquette qu'ils ont été élus, mais c'est de leur personne et surtout de leur relation avec leur électeur direct. Et donc, oui, c'était super mal connaître ce groupe et ne pas tenir. Enfin, le gouvernement a tenu à 7 voix quand même lors de la réforme des retraites. C'était prendre aucune. Ils n'ont pas du tout réalisé ce qui s'était passé. Et c'est ce qui, moi, me surprend en jeune observateur de la vie politique. Même moi, je me disais, oula, il va y avoir un problème avec LR, non? Bon, ils n'avaient pas l'air d'être plus embêtés que ça. Bon, ça a pété. Ce que ça donne à voir, en tout cas, c'est que c'est une extrême fragilité de part et d'autre. On a la NUP qui s'est alliée avec le RN, les LR, qui risquent à la fin de se retrouver avec un texte qui est très 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 à droite. Alors, on a dit et redit que c'était l'alliance de la carpe et du lapin. Quoi qu'il en soit, c'est sacrément risqué, mais en fait pour tout le monde en réalité, non? Pourquoi tout le monde y va là? Oh, je sais pas si c'est risqué pour la gauche de refuser en bloc ce texte. Je pense qu'au contraire, ça leur a donné une belle victoire. Chacun voit la stratégie à sa porte et les oppositions ne sont pas forcément de mauvaises joueuses en la matière. Quel est le but de la gauche? De faire échouer le texte. Aujourd'hui, en effet,
Objectivement, l'avenir du texte n'est pas absolument interdit, mais il est Mais quand elle même se met dans les rangs aussi à côté du RN sacrément et des guérie. LR. C'est ce qui est Ouais, un Mais peu... vous votez une motion ce qui est préalable. C'est ça, un peu- exactement. ce qui est un C'est peu pas une inédit, motion quand même. Voilà. de censure, hein, c'est vraiment différent. Il n'y a pas de motif, donc vous êtes juste contre le texte. Vous n'avez pas voté pour parce que vous trouvez que vous n'avez pas voté avec le RN. En réalité, on vous dit simplement, je veux pas du texte. Donc c'est tout l'avantage de la motion de rejet. Et c'est la motion de rejet en plus, parce que c'est la première qui était étudiée d'Europe Écologie Les Verts, donc Oui. de la NUPES en plus. Donc là, en soi, il n'y a pas vraiment de sujet, si vous voulez. Donc pour la gauche, c'est plutôt cohérent. Du Ah côté oui, du RN, le nom ça a changé. permet de se garder d'un piège. L'objectif de ce texte, c'est quoi, encore une fois? C'est de dire, regardez, le RN ne sert à rien, nous, on fait la politique migratoire en vue des européennes. Le RN va pouvoir dire, bah non. Et si jamais il y a un vote, in fine, et que ce texte est voté, ce sera probablement parce que le RN se sera au moins abstenu. Ça permettra à Marine Le Pen de dire, en fait, oui, vous avez fait une politique migratoire, mais grâce à nous. Et donc, Mais- ce faisant, vous n'êtes pas vraiment capable de mener une politique migratoire, vous ne l'êtes que parce que nous l'acceptons. Et pour LR, ça permet de se distinguer de la majorité. Et donc, c'est en effet, aujourd'hui, un peu l'arroseur arrosé. La stratégie, le jeu de billard à 4 bandes de Gérald Darmanin et de la majorité, fait plutôt le jeu des oppositions et se retourne contre lui. Vanessa. Non, j'allais dire, tu les conseilles ou pas? Parce que tu as l'air d'avoir un coup d'avance sur eux. Non, mais c'est assez évident, c'est-à-dire que... Et puis, parmi les députés d'opposition, ils vous disent ça en réalité. Là, il y a juste une forme d'aberration stratégique de la part du gouvernement qui, quand même, montre qu'il y a une sorte de pensée magique. Je parlais tout à l'heure du fait que il y avait une mécompréhension du système un peu de coalition qu'implique aujourd'hui le Parlement. C'est très très vrai. C'est-à-dire que sous la Ve République, on a l'habitude de discipline majoritaire, de groupes pléthoriques, etc. Vous avez l'Élysée dixit, et ensuite le Parlement obéit au doigt et à l'œil, éventuellement fait quelques concessions, des amendements à tel et tel député pour lui faire plaisir, mais fondamentalement, ça tient. Dans toutes les démocraties européennes, vous avez la proportionnelle, les coalitions sont obligatoires. Et donc, vous construisez des contrats de coalition et vous les suivez. On n'a pas du tout de cette culture-là en France, pour des raisons de mode de scrutin, d'institution. On l'avait naguère, on l'a plus. Et la majorité ne l'a pas du tout. Emmanuel Macron ne l'a absolument pas. Et donc, il y a une sorte de pensée magique. Si jamais je balance mon texte avec un peu de persuasion, ça va passer. Mais en réalité, non, ça passe pas. Puis est-ce que c'est un peu facile? Moi, j'entends beaucoup cet argument qu'en France, on n'a pas l'identité au compromis, mais est-ce que c'est pas un peu facile La de culture dire du ça? compromis, Ouais, la la culture négociation, du la Non, mais en transaction. fait, pourquoi on pourrait pas changer ça? Mais ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire que Bah oui, moi je Là- suis plutôt d'accord. là, c'est le constitutionnaliste qui parle. C'est-à-dire que c'est les institutions qui font les cultures politiques. Sous la Troisième et la Quatrième République, on était persuadé que la France avait une culture parlementaire, ultra-parlementaire, et que de toute façon, structurellement, les exécutifs étaient faibles. Parce qu'en effet, les institutions poussaient à ça. Ensuite, sous la Ve République, on a découvert qu'un président fort, avec ensuite une majorité absolue via un mode de scrutin construit pour ça, eh bien, ça avait évidemment des vertus d'hyper-présidentialisation. On a dit, les Français sont forcément adeptes de la discipline majoritaire et du présidentialisme. C'est les institutions qui produisent ça. Conjonction entre mode de scrutin, système de parti et culture institutionnelle, et production institutionnelle, mode de désignation de l'exécutif. On change certains éléments institutionnels, on change évidemment la culture politique, parce qu'en réalité, les partis n'ont pas le choix, ils sont contraints de faire des coalitions et donc de composer. Et donc, Vanessa, pardon, je t'en prie. Non, mais ma réaction est toujours la même, c'est de dire à partir du moment où le grand public est au courant de ça, le voit, le sait, s'il y a vraiment s'il y a quelque chose à changer, s'il y a des vrais besoins sociétaux, alors c'est peut-être en effet à cet endroit qu'il faut faire intervenir la population, puisqu'on n'est pas dans un échiquier politique, on est simplement dans un besoin d'apaiser et de cohésion sociale, dans une envie, je pense, partagée par quand même une majeure partie des Français de faire reculer le repli sur soi et donc la montée des extrêmes, et que plus on va avancer dans le temps, plus ça va être problématique. Et on a déjà vu à peu près ce qui se passait dans le monde ces dernières années, en faisant cette politique-là, de politiciens, pour pas dire autre chose. En fait, on est en train de précipiter la société vers un vote, en effet, d'extrême droite, RN ou zemmourien. Moi, je trouve ça un peu triste, en fait, la discussion qu'on a. Parce que, en effet, c'est la sensation qu'on a quand on est éloigné de cette expertise et de cette vision et de cette lecture quotidienne. C'est la vision, c'est la confirmation en tout cas de notre intuition que ce sujet est purement politicien. Éric Zemmour s'était prononcé en faveur d'une convention citoyenne, il me semble. D'un référendum.
D'un référendum. Alors, et en plus, ils sont tous persuadés que les Français sont fachos. Moi, je peux témoigner, hein, les Français sont vraiment loin d'être fachos. Les Français sont solidaires, les Français sont accueillants, sont bienveillants, même dans des territoires qui sont hyper précaires comme Grande-Synthe. On s'est retrouvés partout où on a été accueillis. Et si aujourd'hui, l'entreprise que je porte a l'impact qu'elle a, avec de l'insertion professionnelle, mais aussi de l'inclusion sociale, y compris dans le 16e arrondissement de Paris, c'est parce qu'on est porté par cette solidarité. Donc si on doit parler réellement du fond et non pas de la forme, c'est clairement, en tout cas, pas du tout le bon outil. Les chambres et le bordel exécutif et redonnons une place à la population française pour qu'elle s'instruise, qu'elle débatte et qu'on mette en œuvre une autre vision de la société. C'est que des sondages d'opinion, mais il me semble que c'était entre 70 et 75% de la population qui était plutôt pour cette réforme. Mais là, ils n'en savent rien, les gens n'en savent rien, les gens ne comprennent pas. Alors, Non, attends, il y a l'indice de Alors, tolérance. de quel sondage on parle? Non, mais pour la réforme de la migration. Non, cette réforme-là actuelle. Du PJL Darmanin. Oui, Mais je exactement. vois pas comment 65% de la population dit je veux pas. J'ai pas le. Moi non plus, Ah, mais nous n'avons pas la 65% référence des du Français te sondage. disent je veux pas me situer sur ce sujet-là. Nous, on a fait un sondage avec Sciences Po, avec Sciences Po Lyon, on a interviewé comme ça des gens dans la rue sur la question migratoire en posant des questions hyper neutres. Une personne sur deux veut pas y répondre parce qu'ils savent pas. Ils disent qu'ils savent pas. Il y a une personne, je sais plus qui avait publié cette étude, ils avaient posé, il y avait un test qui avait été fait à 1000 personnes, on a posé une quinzaine de questions sur l'exil et la migration. Il y a une personne sur 1000 qui a réussi à répondre aux 10 ou aux 15 questions. Les gens ne sont pas informés sur ces sujets-là. Ça, tout à fait. Par contre, pour le bien-être global de la société, on aurait intérêt à s'asseoir autour d'une table, de se cultiver et d'en parler. Oui. Parce que le résultat, c'est que on stigmatise, qu'on hystérise, que les gens savent pas quoi penser, mais ont des opinions très marquées et très orientées, et que malgré le fait que l'indice de tolérance progresse dans le bon sens, on est quand même dans une société avec une déculpabilisation du racisme et de la xénophobie, et donc des faits violents tournés vers les minorités. Et en fait, il s'agit de ça. Quand on parle stérilement de la migration pour en faire une loi pour servir les égos des uns ou des autres, ce qui se passe, c'est que dans la société, par contre, on confond tout et on arrive à nouveau à des amalgames entre aujourd'hui, les exilés sont des délinquants, on respecte pas les lois européennes, mais c'est pas grave, on enferme les enfants, mais c'est pas la question, on reconduit, les OQTF, les trucs et machin, et finalement même le gouvernement, puisque Olivier Véran a soutenu l'idée d'une convention citoyenne, même le gouvernement se plante et confond rétention administrative et rétention pénitentiaire. Il y a aujourd'hui dans l'inconscient collectif, à cause de ce nouveau projet de loi qui est venu faire parler de lui, un amalgame et une confusion entre les exilés et les délinquants. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé il y a très longtemps. Darmanin a dit, c'était après l'histoire de la petite Lola, il a dit maintenant tous les OQTF exécutés, et non pas les OQTF sur des personnes qui étaient des délinquantes avérées. Et Olivier Véran dit, oui, dans les centres de rétention administrative, la plupart des gens sont des délinquants. On en arrive là. Et pourtant, c'est une personne qui soutient, et qui est peut-être le plus gauche du gouvernement, qui soutient en tout cas l'idée du renouveau démocratique et d'une convention citoyenne. Mais en fait, malgré nous, on a été complètement malaxés et on est devenu. Il y a une espèce d'imaginaire qui s'est déployé peut-être depuis 40 ans autour du migrant comme un délinquant. Et d'ailleurs, même le mot migrant devient un mot d'extrême droite, quoi. Billy Ryder dans le chat que je salue Billy Ryder qui dit mais justement un référendum, est-ce que ça amènerait pas le peuple à s'intéresser au sujet de l'immigration? Moi je suis pas optimiste. On en a parlé tout à l'heure. J'ai pas cet optimisme là. Oui, je crois qu'on peut refaire ce qu'on a un peu dit tout à l'heure, mais je parlais tout à l'heure effectivement. Tout dépend de la structuration du débat public. C'est-à-dire que le référendum est un outil excellent à condition que la campagne référendaire soit bien organisée. Ce qui implique de se poser plusieurs questions. La question des moyens pré-référendum, la Convention citoyenne en est un, et la structuration, on l'a évoqué, de l'espace public. Si on l'a bien fait sous Chirac, on peut bien le faire sous Macron. Bien sûr, on peut le faire sous Macron, etc. Alors après, le sujet est plus hystérisant que, évidemment, le TCE, même si là, mais il y avait un vrai sujet. Encore que. Oui, mais justement, c'était un sujet très technique, mais il a été politisé. Or, vous avez besoin d'une politisation. Or là, évidemment,
Par ailleurs, le TCE qui a été remis en cause, enfin le vote qui a été remis en cause en 2008, a créé qui plus est, eh bien, une tension d'autant plus grande sur ce type de sujet, qui finalement a donné le sentiment que le référendum risquait d'être une forme d'entourloupe. Donc, qui plus est, on n'a pas aidé en la matière. Ensuite, on pose toujours la question de la structuration de débat public. C'est-à-dire que, vous savez, si aujourd'hui il n'y a pas une démocratie qui va bien, moi je consuélise, je plaide contre ma paroisse en vous disant ça. On n'a pas les mêmes institutions que le Portugal, que les États-Unis, que l'Argentine, que la Grèce, etc. Il n'y a pas une démocratie occidentale qui va bien de la Finlande à l'Argentine, de la Grèce aux États-Unis. C'est un problème plus lié à l'espace public, à la structuration des espaces publics occidentaux. Donc en effet, tant qu'aujourd'hui on n'a pas réglé ce problème, qui est un problème de relations médias, réseaux sociaux, etc., on a des débats qui risquent de s'hystériser. Le référendum peut être un moment où justement on les re-rationalise, mais à condition d'arriver à penser structuration de l'espace public. Donc ça n'est pas une crise politique, ça n'est pas une crise des institutions, c'est une crise de l'espace public finalement. Mais ça fait partie de la crise et c'est probablement l'un des éléments essentiels. Ça reste une crise politique quand même. On va vers quoi là? Qu'est-ce qui va se passer ce week-end? Beaucoup de tractations en sous-main. Là, la question qui se pose, mais les réunions s'enchaînent, c'est quelle position tiennent les différents acteurs dans le cadre de la commission mixte paritaire. C'est la priorité de chacun. Est-ce que LR va tenir une ligne dure, impénétrable? Est-ce que les LR de l'Assemblée et du Sénat déjà vont être alignés? C'est pas si évident. Le groupe LR au Sénat et le groupe LR à l'Assemblée, c'est pas la même chose. De l'autre côté, quelles vont être les positions des différentes composantes de la majorité? Le téléphone de Sacha Houillet va beaucoup sonner. On va lui demander de faire beaucoup de concessions. Jusqu'à quand et jusqu'à quoi il peut faire des concessions avant de considérer que, là-dessus, il renie ses convictions. Il a quand même signé une tribune avec Fabien Roussel il y a quelques mois pour dire le projet de loi immigration, en l'état, j'en veux pas. Donc ça pose quand même un certain nombre de questions. Et de l'autre côté, LR va camper la ligne dure. Sur quoi LR peut composer? Est-ce que, in fine, et ça va être un vrai débat en leur sein, est-ce qu'ils ont intérêt à composer? Est-ce qu'ils ont intérêt à dire, quoi qu'il arrive, on fait échouer la CMP parce que ce faisant, on affaiblit tellement le gouvernement et Gérald Darmanin qu'il n'y a plus de concurrence possible sur le segment droit pour 2027 parce que Gérald Darmanin, c'est celui qui peut leur manger, qui peut leur tailler des croupières en vue de 2027 sur le segment droit? Ou bien est-ce que on décide de composer pour plaire à notre électorat? Il y a une interview intéressante, je crois, dans le Figaro de ce matin, qui est celle de Bruno Le Maire, dit que c'est un échec grosso modo monumental et qui explique qu'il faut être extrêmement déférent vis-à-vis de LR. Ce qui est en fait non seulement une déclaration d'amour à LR, mais surtout un coup de pied de l'âne à Gérald Darmanin. Donc vous comprenez bien que pour ce qui se joue de manière très politicienne entre les prétendants de 2027 de LR et de la majorité, c'est qui enterre qui et au bout du compte, à qui cette séquence va profiter. Et Emmanuel Macron dans tout ça, qu'est-ce qu'il devient? Vite se débarrasser du sujet, a priori. Ouais, il veut même... Vite passer à autre chose. Il veut même prendre en main d'autres sujets, notamment l'uniforme. Il semble qu'il va vouloir vraiment le prendre en main lui-même et pas laisser forcément que Gabriel Attal le prendre. Je pense qu'en fait, tout simplement, il va essayer de vite passer à un autre sujet. Et maintenant, il y a une autre personne dont on n'a pas trop parlé, qui est quand même à l'aile droite de la Macronie et qui va jouer un petit rôle en 2027, c'est Édouard Philippe. On n'a pas beaucoup entendu. Ah ben non, on l'a pas entendu et il a eu sa stratégie. Dès le moment où ça sent le soufre, je dirais que les politiques ont intérêt à s'éloigner. Emmanuel Macron n'a jamais été trop engagé sur ce terrain. Il a toujours été assez éloigné de ce projet de loi parce qu'il savait que, si c'était un échec, c'était celui de Gérald Darmanin, et que deux, il n'avait pas forcément envie d'être identifié à cet échec. Elisabeth Borne est envoyée à première ligne, mais c'est un peu contre son gré. Très longtemps, elle s'est tenue assez loin du projet de loi. Et Édouard Philippe est intervenu ces derniers jours par quelques interviews, mais il est également très distant, alors que le groupe Horizon est parfaitement aligné sur une ligne LR sur ce texte-là, donc il aurait pu prendre le leadership. Mais c'est pas du tout son intérêt, encore une fois, et désolé là-dessus d'être très pessimiste sur la nature humaine, mais c'est très politico-politicien. Ouais. Et du coup, j'ai une question, moi. Est-ce qu'on n'y croyait pas, enfin, on n'y a pas cru un seul instant, mais c'était quoi l'intérêt de présenter sa démission à Macron pour Darmanin et qu'il la refuse? C'est une posture. D'abord, un ministre juridiquement ne dépose pas sa démission au président de la République. C'est ça, c'était Elisabeth Borne qui aurait dû le faire. Il aurait dû le faire, et d'ailleurs, elle n'a pas besoin d'être acceptée. Vous démissionnez, et quand vous démissionnez, regardez Collomb. Quand Collomb démissionne, il prend tout le monde de court. Zut, qu'est-ce qu'on fait? Il faut vite trouver quelqu'un. On met Édouard Philippe temporairement avant de trouver ensuite Christophe Castaner. C'est-à-dire qu'on n'avait pas vraiment le choix. Donc il y avait. C'était un effet de manche, quoi.
C'était purement la communication politique. Regardez, j'ai perdu. Mais vraiment, je bats ma coupe et je suis vraiment contrit. Je prends mes responsabilités et prenant mes responsabilités, je vais démissionner. Et là, le président de la République lui dit « Mais on a réellement besoin de toi. Gérald, comment pourrait-on se passer de toi ? C'est même Tu es un usage, totalement légitime. pour être franc. Et en étant légitime, eh bien, je te pousse à continuer la bataille. Vous relégitimez le ministre, c'est de la communication politique, et évidemment, ça permet de redonner un tout petit pchit de dynamique dans une période qui est quand même très compliquée pour le ministre. Très prout. C'est Un ça. petit pchit dans le prout. Non, mais ce qui est marrant, c'est peut-être la voix de Gérald Darmanin quand il dit sur le plateau de TF1 qu'il a annoncé sa démission. On sent que même si c'était une posture, il l'avait un peu là. L'extrait doit être à voir. Il n'avait aucun intérêt à démissionner parce qu'en Bien démissionnant, sûr. en réalité, sans parti derrière lui après un tel échec, c'était lancer une traversée du désert sans vraiment l'opportunité ni la perspective de trouver une oasis. C'était le mot de la fin, 19h01, a passé conclu de sur 9 Darmanin, les secondes. Tu voulais rajouter quelque chose, Vanessa? Non, je dis on a conclu sur Darmanin, les boules. Je te laisse alors le mot de la fin, Vanessa, pour conclure sur autre chose que Darmanin. Peut-être sur une note positive. Ou très négatif, comme tu veux. Non, mais je suis. Parce Je que pense ces messieurs qu'il faut. ont beaucoup En tout parlé, cas, tu as oui, moins non, parlé que- non. Ah bon? Oh, j'ai l'impression d'avoir parlé quand même. Mais non, je veux juste terminer là-dessus, sur le fait qu'il faut que l'ensemble de la politique française soit reprise par, je pense, le public et la population. Et que quand il s'agit de sujets aussi importants, il faut que les Français s'y intéressent, il faut qu'on arrive à s'y faire intéresser. Ça passe certainement aussi par des espaces de débat, d'éducation populaire qui ont été les uns après les autres fermés ces dernières années. C'est trop important pour laisser de s'en emparer, en fait. On ne peut pas jouer avec ces sujets-là. À tout seigneur, tout honneur, messieurs, le mot de la fin. Lucas, Le peut-être? premier. Non, mais structurer l'espace public, je pense que c'était le thème le plus intéressant qu'on a abordé. C'est que toute cette cristallisation, etc., vient souvent d'un manque d'information et d'éducation. Je pense que travaillons dans cette voie-là et peut-être oublions un peu ces postures politiciennes. Et assez marrant voilà, de voir que Emmanuel Macron a été élu en 2017 pour faire de la nouvelle politique et que je pense que là, on n'est pas plus dans les appareils du pouvoir que avant Macron. Ouais, quand je vous dirais que ça ressemble quand même beaucoup à la 4ème République Bah d'une oui. certaine façon. Dans ce qu'elle pouvait avoir de pire, parce que la 4ème République avait également de très bons côtés. Mais là, en effet, si on veut réinvestir ces sujets-là et en effet les penser correctement, je crois que des sujets comme des conventions citoyennes et je dirais une structuration du débat public qui permettent de les aborder au fond est fondamentalement nécessaire. Sinon, on voit qu'on a des lois qui sont des lois de pur affichage en vue d'une campagne électorale qui sont, in fine, dans les mains de considérations strictement politiciennes. Quelle que soit la manière dont on pense le fond de ce sujet, très clairement, ce que montre le débat actuel, c'est qu'il n'est pas correctement traité. 19h03, passé de 18 secondes. Merci à tous les trois. C'est la fin de ce stream. Merci de l'avoir suivi. Merci à nos trois invités, bien sûr. Merci à Cyril à la régie. Merci à Stéphanie au visuel. Merci à Mathis à la programmation. Mathis qui vient d'arriver dans le studio. Mathis, on a quoi au programme pour le prochain stream? Je pense que le prochain stream, c'est lundi. Oui, du coup, je vais faire juste une petite programmation de toute la semaine prochaine. Déjà lundi, on va reparler de ce sujet-là parce que la CMP va se réunir ce lundi. Donc on va refaire un petit plateau un petit peu pour tout bien comprendre dans les enjeux comme ça a été évoqué ce soir. Mardi, ce sera important pour notre long dernier stream avant Noël de reparler de la guerre en Ukraine parce qu'on n'a pas non plus trop eu le temps avec toute l'actualité en ce moment d'en reparler. Donc on va consacrer vraiment une bonne heure là-dessus de midi à 13h et après d'autres invités. Et normalement, on aura une déloc qui aura lieu jeudi prochain sur la K-pop. Donc là, ça sera assez intéressant. Et, Donc on quitte le studio. on quitte le studio, on ira dans un lieu emblématique de la K-pop à Paris. Donc ça sera jeudi prochain, donc grosse semaine la semaine prochaine. Merci, cher Mathis. Pour ceux qui veulent revoir le stream, il est dispo dans une minute sur Twitch et sur la page replay de l'émission, sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Pour ceux qui veulent prolonger la discussion autour du stream, rendez-vous sur Discord. Je vais mettre le lien, ou il l'a déjà mis dans le chat. Pour ceux qui veulent le réécouter, ça arrive encore avec les oreilles. Vous retrouvez tout ça dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. Pour l'heure et pour le reste, rendez-vous donc lundi de 18h à 19h. Pas vraiment de bonne heure, mais bien sûr de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et tous. Salut.